Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Bienvenue sur cette émission Le défi de la vérité de François. C'est un haut magistrat, un grand magistrat, pas par la taille, mais par le talent en tous les cas. Charles Prats, bonjour, vice-président, juge liberté et des peines, tribunal judiciaire de Paris. Vous avez travaillé beaucoup sur la lutte contre la fraude fiscale. Vous avez fait également une école de guerre économique. Une école de guerre économique, c'est quoi exactement? Alors l'école de guerre économique, c'est un établissement d'enseignement Parce que tout ce qui résonne guerre aujourd'hui, qui est à Paris. Globalement, c'est une école qui avait été créée donc il y a un peu plus de 20 ans, au moment où les concepts d'intelligence économique ont commencé à infuser en France, dans les années 90. Moi-même, j'étais diplômé du Centre d'études scientifiques de défense de l'amiral Lacoste, un ancien patron de la DGSE en ingénierie de l'intelligence économique. Et à l'époque, Christian Arbulot, qui est un des fondateurs de l'intelligence économique en France, avait décidé de créer cette école de guerre économique pour enseigner à la fois aux étudiants et aux professionnels toutes les nouvelles techniques, les problématiques d'influence, les problématiques de stratégie et de renseignement surtout. Et de renseignement, mais aussi d'influence stratégique de la France dans la compétition internationale. Alors c'est quelque chose qui n'est pas neuf, qui a plusieurs siècles d'existence, la compétition internationale, la compétition économique, l'influence. Mais c'est vrai que dans les années 90, il y avait eu un renouveau de tous ces concepts-là. Et donc l'idée à l'époque, c'était de faire de la recherche un peu là-dessus et de mettre à disposition des étudiants et des professionnels français les méthodes et les outils pour que la France puisse développer une stratégie de puissance et une stratégie de projection de puissance, notamment pour contrer un petit peu le soft power américain ou le soft power chinois dans la compétition internationale. Et ça fonctionne, ça, réellement? Alors, ça fonctionne réellement, mais 20 ans après, on voit bien que... on a accumulé le retard. On y est encore, et la pandémie actuelle, c'est assez révélateur de manque de prise en compte stratégique et de profondeur stratégique de la part de la France. On voit bien qu'on est resté, mais pas que la France d'ailleurs, l'Europe et même les États-Unis, on s'est retrouvé totalement à la remorque de la Chine. Et là, on est en train de payer encore au quotidien. Ça concerne la vie quotidienne des gens. On est en train de payer le manque de vision stratégique à long terme que la France et l'Europe ont pu avoir par rapport à tout un tas de problèmes. Mais ça dépend de quoi en fait? Ça dépend des hommes ou d'une volonté politique? Ça dépend de la politique, ça dépend des décisions, ça dépend des structures, et puis ça dépend des mentalités aussi et des concepts que l'on met en œuvre. Vous savez, je vais faire une lapalissade, mais vous connaissez le principe, quand la santé va, tout va. Là, on voit bien que quand la santé ne va plus, plus rien ne va. L'économie s'effondre, et puis là, pour l'instant, on est sous perfusion, avec les différentes allocations, l'État qui paye les salaires de tout le monde, mais bon, à un moment donné, ça va s'arrêter, et l'addition, elle va être très douloureuse. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas économisé si finalement on avait eu une vision stratégique des problématiques de santé, de la protection, de la défense civile, un peu ce que les Suisses appellent la défense civile. Et donc si on avait eu cette vision stratégique, qui existait d'ailleurs, on peut se référer au plan pandémie de 2003 qui a été abandonné. L'histoire des masques, c'est ni plus ni moins que l'abandon de ce qui était prévu au plan pandémie de 2003. S'il avait été respecté, on n'aurait pas eu tous ces problèmes-là. Donc voilà, donc si vous voulez, toutes ces histoires d'intelligence économique, de profondeur stratégique, de réflexion stratégique, de projection de puissance de la France, ce n'est pas simplement des mots, on n'est pas là pour se payer de mots. On touche du doigt depuis 2020, depuis l'année dernière, avec cette crise pandémique, que tout ça, en fait, ça a des vraies implications dans la vie de tous les jours et ça a des véritables conséquences. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à courir après le train ou est-ce qu'on accepte d'un petit peu anticiper et de changer de paradigme et de se dire, maintenant, ayons une réflexion de puissance et mettons en œuvre les moyens pour, en cas de problème, ne plus être dans cette situation de désespoir, d'absence de moyens, etc. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Alors, on va en reparler, bien sûr, parce que ça intéresse et ô combien les Français aujourd'hui. Tout votre combat, notamment en la matière, au Conseil d'État, toutes les requêtes aujourd'hui que vous formez en la matière. On va parler également de votre livre explosif. Ce livre, peut-être que c'est celui-ci, effectivement. Oui, c'est celui-là, oui. 50 milliards de fraude sociale aujourd'hui en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Écoutez, c'est quelque chose, oui, ça peut surprendre, parce qu'on nous parle toujours de la fraude fiscale. Vous savez, il y a des chiffres qui circulent, 80 milliards, 100 milliards de fraude fiscale selon un syndicat des impôts. On vous parle du travail noir, des fraudes de cotisation. Alors ça dépend, il y a des évaluations qui sont entre 7 et 9 milliards, d'autres qui sont plutôt entre 20 et 25 milliards d'euros par an, toujours. Et sur la fraude aux prestations sociales, les allocations,
le chômage, les retraites, les minima sociaux, etc. Là, on vous dit toujours, mais non, il n'y a pas de fraude. Voilà, depuis des années, on vous dit, il n'y a pas de fraude, c'est des trucs de pauvres, fraude des pauvres, pauvres fraude, etc. Donc on vous dit que ça n'existe pas. Et en réalité, ça existe. Et ce que je démontre dans le livre, c'est que potentiellement, elle est même plus élevée que la fraude fiscale, cette fraude aux prestations sociales, et que ce serait la première des fraudes aux finances publiques. Et ça concerne une population très spécifique. Ah non, ça concerne tout le monde. Alors globalement, moi je démontre, on peut en reparler. Il y a 21 millions quand même de personnes, c'est ce que vous dites dans votre livre. Sur la fraude, c'est moitié personnes nées à l'étranger. Moitié personnes nées à l'étranger, moitié personnes nées en France sur les cas qui posent problème. Je vais vous faire un peu l'historique. Comment est-ce qu'on arrive à détecter tout ça? Alors j'explique ça dans le livre. À l'époque, quand j'avais quitté le ministère des Finances, puisqu'à l'origine je suis inspecteur des douanes, et donc j'étais devenu magistrat, j'avais passé le concours de l'école de la magistrature, j'étais juge d'instruction, et puis Bercy, le ministère des Finances, m'avait rappelé pour m'occuper de la coordination de la lutte contre toutes les fraudes. Fraude fiscale, fraude douanière, fraude sociale justement. Et donc, à l'époque, on se rend compte, on a une information, et on nous dit, vous avez un problème sur les gens nés à l'étranger. Il y a de la fraude documentaire, c'est-à-dire, pour vous la faire courte, on nous explique que les gens nés à l'étranger, ou soi-disant nés à l'étranger, pour s'immatriculer à la sécurité sociale, ils arrivent à le faire avec des faux documents, et ça passe crème, quoi. Voilà, personne ne s'en rend compte. Donc on fait une étude. Et quand vous dites étranger, c'est en Europe ou Tout confondu. Tout confondu. Pas sur le territoire national français. Et donc, on fait une étude à l'époque, on est en 2011, et on se rend compte qu'on a un peu plus de 10% de taux de fraude, effectivement, 10,4% très exactement, et par rapport au fichier des gens nés à l'étranger, qui étaient immatriculés à la sécurité sociale, ça représentait 1 800 000 personnes. Voilà. Et donc moi, à l'époque, je dis, attention, ça représente des milliards d'euros. Et en 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes, j'explique dans les médias, il y a besoin d'argent pour les Gilets jaunes. Là, on a 14 milliards, potentiellement. C'est-à-dire que c'est une règle de 3. C'est si on a 1 800 000 fraudeurs, par rapport à la dépense moyenne de sécurité sociale, ça faisait 14 milliards. Vous avez choisi votre moment quand même. C'est un vrai pavé dans la mare, à un moment très sensible. Mais rappelez-vous, c'était au moment où le président de la République dit, je mets 14 milliards sur la table pour aider les gens, pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Ouais. Ça correspondait exactement. Vous avez été servi par l'actualité, on va dire ça. Voilà, comme ça. Et donc je suis allé chez Mathieu Béliard sur Europe 1 pour expliquer, le président veut 14 milliards, voilà où ils sont, on les a. Il n'y a pas besoin d'augmenter les impôts, etc. Et comment ils ont réagi ? Il n'y a pas eu de réaction. Ah si, il y a eu de la réaction. Il y a eu Madame Buzyn, donc il y a eu des parlementaires qui sont saisis de l'affaire, notamment Nathalie Goulet, la sénatrice UDI, très en pointe sur ces combats à la fois de fraude fiscale et de fraude sociale maintenant. Et elle a été traitée de tous les noms. C'est-à-dire vous aviez Agnès Buzyn au Sénat qui l'a traitée de menteuse, de suppôt du Front National, de répandeuse de fake news. Vous savez, c'est le grand terme à la mode, là, les fake news maintenant. On en parlera plus tard ici. François, on est concerné par la question. Et donc, c'était hallucinant, quoi. Alors, vous connaissez le rapport d'Agnès Buzyn à La Vérité. On l'a connu après dans la crise du coronavirus. Oui, on lui lance un appel du reste. Si elle veut venir dans cette émission, elle est bienvenue. C'était quand même c'était hallucinant. Et derrière, vous avez eu des investigations parlementaires. Tout a été fait, en fait, pour minimiser les choses. Il y a eu un rapport d'un sénateur, Van Lerenberg, qui est venu dire mais non, il n'y a pas de faux, c'est pas vrai. Minimiser ou étouffer l'affaire ? C'est un peu la même chose. Et donc, si vous voulez, c'était un peu hallucinant. Derrière, vous avez eu quand même une mission confiée par le Premier ministre à Nathalie Goulet, justement, puis à une députée En Marche qui s'appelle Carole Grandjean. Et ces deux parlementaires ont mis à jour que nous avions effectivement plus de 5 millions de cartes vitales actives en surnombre. Mais sur l'histoire de la fraude documentaire des étrangers, donc moi j'étais sur 1,8 million, et les investigations ont continué. Et la polémique ne baissait pas, jusqu'à ce que Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, donc du Parti centriste, et qui est en même temps président du groupe de députés du Parti centriste, utilise une de leurs compétences parlementaires, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire des commissions d'enquête parlementaire. Et donc Jean-Christophe Lagarde a décidé, c'était en décembre 2019, de provoquer une commission d'enquête parlementaire qui a commencé à travailler en février 2020. Et donc c'était un député qui s'appelle Pascal Brindot, qui était député donc du parti de Jean-Christophe Lagarde, de l'UDI, qui était le rapporteur. Et le président de la commission d'enquête devait être de l'opposition. Et donc c'était Patrick Hetzel, un député LR, un professeur d'université. Donc vous aviez plein de députés, enquêteurs, qui convoquaient les gens, qui allaient faire des investigations, etc. Et donc ils ont convoqué un peu tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a statué, cette commission ? Elle a découvert des tas de choses. Alors je l'explique dans le livre, je laisse les gens le découvrir, mais ça a commencé, c'était un festival. Ça a commencé par la directrice de la Sécurité sociale qui reconnaissait qu'effectivement il y avait au moins 2 600 000 cartes vitales actives en surnombre par rapport aux gens qui existaient. Donc ils l'ont reconnu officiellement, du bout des lèvres, mais ils l'ont reconnu. Ah oui, mais 48 heures après, le ministère faisait un communiqué de presse pour dire oui, mais non, en fait c'est pas ça. C'est plus 2,6 millions, c'est 600 000. Vous voyez, on avait 2 millions qui avaient disparu en
48 heures. C'était un festival, le truc. C'était vraiment très drôle. Et derrière, en fait, moi, j'étais entendu en mars et je suis arrivé avec des documents que je mets dans le livre. Et là, on avait obtenu des réponses officielles du ministère sur les fameux gens nés à l'étranger. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, nous avons, que les gens le sachent, il y a 21 100 000 personnes nées à l'étranger qui ont un numéro de sécurité sociale en France. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes sur le territoire. Il y en a qui sont pu repartir des étudiants. Non, mais on est au défi de la vérité ici. Quand vous dites étrangers, ce sont des personnes qui sont nées nées à l'étranger. Nées à l'étranger. En gros, en Afrique du Nord ou en Europe? Non, ça peut être en Europe, en Afrique du Nord. D'accord. Ça peut être des Français, ça peut être des étrangers. Par exemple, tous les Français qui sont nés en Algérie. Voilà. Mais un permis de séjour permet, c'est une question peut-être naïve. Ah oui, un titre de séjour permet d'avoir un numéro de sécu. Bien sûr, si vous travaillez, bien sûr, il le faut. Ça fait partie du processus. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir, sur ces 21 millions, combien il y en avait qui percevaient réellement tous les mois, qui passent à la caisse tous les mois. Bon. Et donc, on avait réussi à avoir cette information-là, qui était plus ou moins secrète et discrète, et c'est moi qui la donne à la commission d'enquête au mois de mars 2020. Et donc, il y a, pour l'INSEE, parce que l'idée c'était de comparer avec l'INSEE, vous savez combien nous avons de gens nés à l'étranger sur le territoire, quelle que soit la nationalité. Encore une fois, on ne parle pas de nationalité, on parle de lieu de naissance. Nous avons 8 400 000, et à l'époque c'était 8 200 000 personnes nées à l'étranger qui sont sur le territoire français. Voilà. Donc vous savez combien, du coup, nous en avons qui bénéficient de prestations sociales? Sur les 8 millions? Sur les 8 millions 2 à l'époque, combien il y en avait d'après vous? Je ne peux pas vous donner de réponse ici. Là. 12 400 000. Oui, c'est ça. Donc supérieur au nombre de personnes qui c'est-à-dire que vous aviez les toucher, quoi. 4 millions de personnes nées à l'étranger, incroyable, en plus que de gens qui existent nés à l'étranger sur le territoire qui bénéficient de prestations sociales. Donc quand je donne cette info à l'Assemblée nationale, il tombe à la renverse. J'imagine. Alors, vous devez calculer les gens qui sont à la retraite et qui sont à l'étranger, donc eux, ils ne rentrent pas au recensement, donc on peut les rajouter, etc. Vous faites des tas de calculs. Il y a les gens qui sont détachés. Un différentiel de 3 millions, ce que vous voulez dire. Voilà, c'est 2,5 millions, en fait. Il y a les les expats, etc. Ouais. Donc ça faisait, ce que j'explique à l'Assemblée nationale à l'époque, ça faisait 2,5 millions de personnes nées à l'étranger qui bénéficiaient tous les mois de prestations sociales. Assidûment. Et qui n'étaient pas censées exister. Ouais. Alors, après, il faut aller voir ce que c'est. Mais déjà, quand vous regardez les masses, vous dites, il y a un problème. Bon. Alors, là-dessus, et je leur dis ça aux députés, je leur dis, écoutez, vous savez quoi, on vient de démontrer que c'est le BINS sur le fichier des gens nés à l'étranger. Vous devriez, commission d'enquête, vous intéresser à l'ensemble du fichier, parce que ça peut être très intéressant. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait un tel problème que sur les gens nés à l'étranger. Ça peut être généralisé. Et donc, c'est un travail qu'ils ont fait. Les gens de la commission d'enquête, ils ont creusé là-dessus et ils ont demandé à la direction de la sécurité sociale, officiellement, sous serment, on était le 27 juillet, donc vous avez la vidéo qu'on peut voir dans le livre avec des petits QR codes, les gens peuvent avoir accès aux vidéos sur YouTube, et donc ils ont demandé combien il y en avait. Vous savez, on a 67 millions d'habitants, et donc ils demandent au directeur de la sécurité sociale, combien il y a de gens au registre qui bénéficient de prestations sociales en France. Alors là, vous savez ce qu'il nous répond ? 73 700 000. 6,7 millions de plus. Alors vous avez le président de la commission d'enquête, le député Patrick Hetzel, qui est là, très britannique. Il y a peut-être les morts du Covid dedans. Dans le flegme, très britannique. Donc ça nous fait un différentiel de 6 700 000. Comment vous expliquez ce différentiel, ce delta? Et donc très embêté. Mais Charles Prats, là vous parlez, je veux dire, avec un sourire aux lèvres. Mais attendez, mais c'est pas fini. C'est un drame. Oui, c'est un drame. Mais c'est rien. Vous savez, c'est comme tout. C'est un scandale d'État. Mais oui, mais quand on creuse, on peut aller encore plus profond. Là, on était le 27 juillet. Et donc, l'administration, les députés leur posent la question, en disant, mais comment vous expliquez cet écart-là? Alors, vous avez cette vidéo, le lien est dans le livre, où la direction de la sécurité sociale est très embêtée. Elle dit, alors il faut enlever ceci, il faut enlever cela, mais on compte ci, on compte ça. Mais effectivement, nous avons 2 400 000 personnes, on ne sait pas qui c'est, on est en train d'y travailler. Donc ils reconnaissent sous serment qu'ils ont déjà un problème sur pratiquement 2,5 millions de fantômes. Le chiffre que moi je donnais déjà au mois de mars. Mais moi, mon livre... là, on est fin juillet, je l'envoie à l'imprimerie puisque le livre sort en septembre. Donc il est envoyé début août chez l'imprimeur, le temps d'être imprimé, d'être mis en place. Vous avez quand même trouvé un éditeur, c'est pas mal. Oui, bien sûr, il est venu me chercher. Mais entre-temps, le 8 septembre, comme ça c'est pour les gens, pour les téléspectateurs, voilà, Cour des comptes, rapport du 8 septembre sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales. Et alors là, la Cour des comptes, elle nous explique des trucs fabuleux. Elle nous dit notamment que... Vous voyez, c'est sur cette histoire des 73,7 millions, la Cour des comptes, vous pouvez aller voir, c'est dans le rapport, elle nous explique que selon les données statistiques du système national d'information, de l'assurance maladie, etc., auxquelles la Cour des comptes a accès, donc la Cour des comptes va regarder, et elle nous précise,
les régimes d'assurance maladie totalisaient 75 296 000 bénéficiaires au 31 décembre. Donc de 73, décembre, on est passé à 75. 75 millions 3. Au 31 décembre 2018, sans doublon entre régimes, ayant consommé ou non des soins au cours de la même année. C'est la Cour des comptes qui nous le dit. C'est-à-dire que c'est même plus 73 millions 7, c'est 75 300 000 assurés sociaux en France. Et la Cour de dire... La Cour des comptes qui est censée valider un peu les chiffres. Cela représente un écart de 8 200 000 personnes par rapport à la population vivant en France au 1er janvier 2020, estimée par l'INSEE. Il concerne non seulement des assurés nés à l'étranger, mais aussi, voire principalement, des assurés nés en France, selon les données statistiques du SNIRAM. Et alors, la Cour des comptes, elle découvre, et puis elle nous le dit comme ça, non mais en fait, c'est même plus que ce que dit Prats, c'est 8 200 000 personnes en plus, c'est 75 300 000 assurés sociaux en France, dans un pays de 67,1 millions d'habitants. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle pose la question aux administrations, et alors c'est dans le rapport aussi, toujours, puisque quand la Cour des comptes sort un rapport, elle envoie d'abord le rapport provisoire aux gens pour qu'ils puissent répondre, et c'est ce qu'on appelle du contradictoire. Et là, elle nous explique dans leur réponse au relevé d'observation provisoire de la Cour, qui a précédé cette communication à la Commission des affaires sociales du Sénat, la Direction de la Sécurité sociale et la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, n'ont pas commenté l'existence et les causes possibles de cet écart. Voilà. C'est-à-dire que les administrations concernées, la Cour des comptes leur pose la question, en disant, mais comment vous expliquez qu'on ait 75 300 000 assurés sociaux pour un pays de 67 millions d'habitants, pardon, et là, les administrations font canard. Elles ne répondent pas. Et ça va même plus loin, je veux dire. Comment vous pouvez expliquer, alors vous avez parlé de la prochaine démarche là, dans un instant, mais comment vous pouvez expliquer que face à un tel scandale, la presse, elle, ne réagit pas? Alors, moi, j'ai été invité un peu à la télévision. Oui, mais très peu, on a fait des recherches sur vous, vous n'avez pas été invité sur le mainstream, quoi, en tout cas très peu. Les chaînes d'infos aussi, principalement LCI, CNews, très peu BFM. Bon, par contre, les chaînes hertziennes, ce qu'on appelait avant les chaînes hertziennes, non. Mais si vous voulez... Le canard enchaîné, par exemple alors, le canard enchaîné, je leur ai envoyé le livre. Mais ça ne les a pas intéressés. Manifestement, ils n'en ont pas parlé. Bon, peut-être qu'ils attendent autre chose. Peut-être qu'ils vont parler de ça, vous voyez, parce que toujours c'est assez amusant. Vous savez, toujours pour vous dire, dans la série, On marche sur la tête. Dans le même rapport de la Cour des comptes, la Cour dit, voilà, il y avait cette histoire des gens nés à l'étranger, on repart sur les gens nés à l'étranger, puis il y avait la question du nombre de retraités, vous savez, nés à l'étranger. Moi, dans les éléments que j'avais donnés à la commission d'enquête, on en était sur 4,1 millions de pensionnés, donc de droit propre ou de droit dérivé, c'est-à-dire la retraite directe ou bien la pension de reversion, qui étaient nés à l'étranger et qui percevaient donc une retraite, sur un total, rappelez-vous, de 8 400 000 personnes. Bon. Et en fait, la Cour des comptes vient nous dire, non, mais en fait, c'est une erreur, cette donnée qu'avait donnée l'administration à l'époque, le gouvernement. Il s'agit en réalité de 7,7 millions, 7 700 000 retraités qui sont nés à l'étranger. Donc de 4, on passe à 7. Oui, 7,7. Vous savez qu'il y a 14,5 millions de retraités en France. Ouais. Ça veut dire que si on suit ce rapport de la Cour des comptes... Quasiment la moitié. Ouais, c'est la moitié. Si on suit ce rapport de la Cour des comptes du 8 septembre 2020, une retraite, une pension sur 2 versée en France l'est à une personne née à l'étranger. Ils ne sont que 8,4 millions sur le territoire et on verserait 7 700 000 pensions à des gens nés à l'étranger. Donc il y a pas on se fout de notre gueule. Voilà, mais il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est la Cour des comptes qui a écrit des bêtises, ce que je n'ose pas imaginer, mais pourquoi pas. Soit on a un vrai problème. Et je pense que les administrations ne savent même pas elles-mêmes à combien de gens elles versent des prestations. Parce que dans le... Mais à qui profite le crime, là, les gens qui regardent et qui vous regardent? Plein de gens, tous ceux qui profitent de la fraude. Là, le patron des retraites de l'assurance vieillesse, interrogé par la commission d'enquête, à un moment donné, les députés lui posent la question, mais combien il y a de gens nés à l'étranger qui perçoivent des retraites? Puisque eux, ils en étaient à 4 millions 100, ce qui était déjà énorme par rapport à la proportion de gens nés à l'étranger en France. Et là, il dit non, c'est pas vrai, il n'y en a pas 4 millions, il y en a 1,2 million. Il explique ça, c'est sur les rapports de la commission d'enquête, tout le monde peut aller sur Internet le voir. Et 30 secondes après, il dit non, mais en fait, il y en a 3 millions. C'est-à-dire que d'un côté, il dit il y en a 1,2 million nés à l'étranger, puis la phrase d'après, il dit il y en a 3 millions qui ont un NIR 99, c'est-à-dire nés à l'étranger. Et la Cour des comptes vient nous dire que c'est 7,7 millions. En réalité, on pointe là du doigt un des problèmes du système et une des causes de tout ça, c'est que malheureusement, on n'a jamais des réponses précises à des questions précises. On est toujours dans le flou. Et vous savez ce que disait, jamais la vérité. Voilà, et vous savez ce que disait Martine Aubry, quand c'est flou, il y a un loup. Mais là, le problème, c'est que c'est un gros loup, c'est un loup à 50 milliards. Parce que pourquoi je dis 50 milliards de fraude sociale? Quand vous avez 73 700 000 personnes bénéficiaires de prestations, même sans prendre les 75 300 000 découverts par la Cour des comptes, que vous avez 67 millions d'habitants, vous enlevez les retraités à l'étranger, les expats, etc., ça vous laisse quasiment 5 millions de fantômes, ce que j'appelle des fantômes boutons. La dépense de protection sociale en France, ce sont 787 milliards d'euros par an.
Voilà, c'est ce qu'on dépense en protection sociale dans le pays. Donc si vous faites un enjeu de fraude, c'est-à-dire calculer une règle de 3, vous vous retrouvez avec un peu plus de 52 milliards d'euros. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, enjeu de fraude, 50 milliards d'euros, parce qu'on a des millions de personnes. Mais ce public fantôme, on peut l'identifier, c'est qui d'après vous alors ? Ça peut être de tout. Ça peut être des gens qui sont arrivés en France un jour, qui sont repartis mais qui ont continué à avoir des droits. Ça peut être des fausses identités, on en voit. Hein. Rappelez-vous cette affaire dont je parle dans le livre de 2 couples de Roumains qui ont déclaré 1200 fausses grossesses avec des tas de fausses identités pour pouvoir escroquer les caisses d'allocation familiale. Hein. Ils ont piqué 1 700 000 euros comme ça. Donc, plus c'est gros, plus ça passe quand même. 1200 grossesses pour 2 couples, ça fait beaucoup. Voilà, vous avez des tas de choses. Vous avez les histoires des retraités décédés, mais dont les décès ne sont pas déclarés. Il y a plein de choses. Et puis la fraude documentaire. Donc, au moment, si je résume pour les téléspectateurs, au moment où on demande aux Français des efforts, où on les ponctionne à merci, vous dites qu'il y a 50 milliards qui sont évaporés dans la nature comme ça, du jour au lendemain. Et puis avec des exemples, certains amusants, d'autres très affolants. Amusants, par exemple, comme ceux que j'appelle les doyens du cartel des fraudes. Donc on s'est rendu compte qu'on avait 250 personnes qui dépendent du régime des militaires, qui sont âgées de plus de 120 ans et qui ont une carte vitale active, qui ont toujours des droits ouverts à l'assurance maladie. Les 3 doyens, ils ont 128 ans. Ils sont nés en 1892. Donc voilà, et ça pose de problème à personne. Personne se dit, tiens, là, il y a quand même un truc. Quoi. Et vous voyez, ils reviennent, ils sont à Verdun, ils reviennent par la voie sacrée. Quoi. Il va falloir les faire revenir avec les taxis de la Marne. Donc ça, c'est plutôt comique, entre guillemets. Mais vous avez des choses qui sont beaucoup plus embêtantes. Celui que j'appelle Abou Alok, en fait, quand j'ai fait... Abou, c'est le père. Hein. Ouais, mais c'est un djihadiste. Hein, donc c'est un des fondateurs de Daesh en Syrie. C'est un Belge, un djihadiste belge. Et donc ce type-là, on le détecte. Et il vient, avec une fausse carte d'identité belge, s'inscrire à la sécurité sociale française. C'est un truc hallucinant. Et il est passé sans aucun problème. Vous voyez, on l'a là, avec sa fausse pièce d'identité belge, qui en plus était de mauvaise qualité parce qu'il y avait ce qu'on appelle la bande MRZ qui ne correspondait pas à l'algorithme, etc. Il avait essayé de s'inscrire dans des banques, à ouvrir des comptes. Il avait été repéré par les systèmes de contrôle des banques. Donc c'était pas passé dans un certain nombre de banques, mais par contre, il a réussi à s'inscrire à la Sécu. Et ça, comment on le sait ? On le sait parce... Il n'y a pas des gros bonnets derrière quand même, des passeurs ou des gens qui arrivent à centraliser un peu l'ensemble et à rentrer dans le système et à connaître un peu. Parce qu'il faut quand même montrer patte blanche quand même. C'est assez simple. C'est si facile que ça, d'après vous ? Mais oui, regardez, sur l'histoire des gens nés à l'étranger et sur les faux documents. La commission d'enquête, elle a fait un test. Alors j'explique un peu comment ils ont fait dans le livre. Et puis on a eu les résultats au moment du rapport en septembre. J'avais réussi à leur faire communiquer un échantillon de faux documents qui avait été détecté par des sociétés spécialisées dans le système bancaire, vous savez, dans la détection des faux documents. Et donc on savait que c'était des faux papiers européens. Et du coup, les députés ont pris un échantillon et puis ils ont demandé à la Sécu, tiens, voilà, alors c'était 183 identités, je crois, voilà 183 personnes, est-ce qu'ils sont à la Sécu ou pas ? Donc la Sécu a regardé et vous en aviez 45% qui étaient inscrits à la Sécu. C'est-à-dire 1 sur 2 pratiquement a réussi à passer. On sait que c'est des faux documents, il y en a 1 sur 2 qui a réussi à s'inscrire à la Sécu. Et ceux qui percevaient encore en 2020 de l'argent, le député là, il a expliqué ça sur M6 là, l'autre soir. En fait, ils avaient 9 000 euros, ils touchaient 9 000 euros d'alloc par an en moyenne, en fraudant comme ça. C'est-à-dire par individu. Alors je crois que c'est un peu moins, je crois que c'est 8 400 et quelques. Donc qu'est-ce que vous dénoncez en gros derrière tout ça ? C'est un problème de filtre, c'est un problème technique, c'est un problème politique, c'est un problème de personne ? C'est un problème global, si vous voulez. La clé d'entrée dans le système social, c'est le numéro de sécurité sociale, c'est le NIR. À partir du moment où vous êtes né à l'étranger, ce n'est pas sécurisé réellement parce qu'on regarde vos documents d'identité, des extraits d'adolescence, etc. Donc ce sont des documents qui peuvent être falsifiés. Et la réalité, c'est que les systèmes de contrôle de la sécurité sociale ne sont pas assez performants. Et que ça fait des années qu'on le dit, et que ça fait des années qu'ils nous disent « mais si, tout marche bien, il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir ». Et en réalité, on démontre aujourd'hui que si, il y a un vrai problème, je dis, parce que sur les gens nés à l'étranger, si vous en avez 12 400 000 qui perçoivent alors qu'il y en a que 8 200 000 sur le territoire, c'est bien qu'on a un souci. Si vous avez globalement 2,5 millions, si on enlève les gens retraités à l'étranger, etc., si vous en avez 2,5 millions des fantômes nés à l'étranger qui perçoivent dans le système, c'est qu'il y a un problème. Si en étendant au-delà des gens nés à l'étranger, vous avez 73 700 000 ou 75 300 000 assurés sociaux qui bénéficient chaque mois des prestations sociales dans un pays de 67 millions d'habitants, on a bien compris. Voilà, si vous voulez, à un moment
moment donné... Ouais, c'est un gros coup de pied dans la fourmilière aujourd'hui, mais aujourd'hui vous en riez, mais hier, quand même, vous avez reçu des menaces de mort. Je crois que c'est quand même très loin. Hein. Ah bah, il y a eu des menaces djihadistes. Oui, alors il y a toujours les menaces un peu comme ça sur Twitter et compagnie, mais là c'était sur des commentaires sur YouTube, sur des vidéos. De mémoire, c'était sous une vidéo d'interview avec André Berkoff sur Sud Radio. Et donc c'était un compte qui s'appelait le Frankistanais ou je sais pas trop quoi. Et donc on était au moment du procès de Charlie Hebdo. Et donc là c'était des références. De mémoire, c'était une bonne rafale de Kalachnikov comme à Charlie. Ça se justifie des fois, etc. Bon, j'ai plus les termes exacts en tête. Mais donc là, moi, je pouvais pas laisser passer. On était à la fois sur les menaces, mais surtout sur de l'apologie du terrorisme. On voit à peu près d'où ça vient, ce genre de menaces. Donc voilà. Après, il est exact que tout ce qui est djihadisme, islamisme, etc., c'est une de leurs méthodes de financement. J'en parle dans le livre. On sait que c'est ça les liens, en fait. Les djihadistes se financent notamment en escroquant les prestations sociales. En France ou en Belgique, d'ailleurs, c'est assez répandu en Belgique. Indirectement en faisant du racket, donc à ces personnes qui perçoivent. C'est elles-mêmes qui font des faux documents et qui font de la fraude. Là, par exemple, Zakaria Azbaïk, dont je parle dans le livre, celui que j'appelle Abou Alok, c'est lui-même qui est venu en France, alors qu'il est belge, avec des faux papiers. Il a simplement modifié un peu son prénom pour pas se faire repérer tout de suite. Et il est venu en France avec des faux papiers européen, donc comme ça il n'a pas besoin de titre de séjour pour réclamer les allocs. Alors je ne sais plus ce qu'il avait à la CAF, etc. ou au chômage, je ne sais plus ce qu'il avait. Je crois que c'était la CAF qu'il avait. Donc le RSA peut-être. Voilà, donc cet argent rentre dans les caisses. Donc c'est de l'argent qu'ils volent pour se financer. Ils font la même chose, ils font des escroqueries bancaires aussi, c'est un grand classique. Les crédits à la consommation qui ne vont pas rembourser, les escroqueries sur les crédits automobiles, c'est-à-dire qu'ils vont acheter avec des faux documents des voitures à crédit. Les voitures vont partir à l'étranger pour être revendues, et puis ils tirent le rideau et puis ils remboursent pas le crédit, ils sont défaillants, etc. Donc ça, ce sont des modes de financement, du microfinancement du terrorisme que l'on connaît depuis des années. Mais comment expliquez-vous que le pouvoir en place, si vous le connaissez depuis des années, n'est pas plus coercitif en la alors matière? Alors pour nos djihadistes français, on fait attention. C'est-à-dire qu'il y a des procédures qui existent, il y a des services spécialisés. Les fichiers S quand même. Ouais, mais les services les services spécialisés français les regardent et regardent ce qu'ils font. Là, ce qui était intéressant et ce qui apparaît, c'est que c'est pas un Français. Le type, c'est un Belge. Donc, il n'est pas forcément dans le collimateur des services français, parce qu'il n'est pas chez nous. Mais les gars, ils utilisent le fait qu'un ressortissant européen, vous savez, vous avez la liberté de circulation et la liberté d'établissement. Et donc, vous pouvez venir. Je faisais le distinguo tout à l'heure entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Et vous pouvez venir vous installer. Vous n'avez pas besoin de titre de séjour. Et vous pouvez travailler tout de suite. Et donc, vous arrivez avec une carte d'identité belge, par exemple, et un extrait d'acte de naissance, peut-être d'un autre pays, mais du moment que ça correspond à la carte d'identité, le tout falsifié. Vous arrivez à la Sécu, ça va passer sans problème, et puis on va vous donner un numéro de Sécu, parce que vous dites, voilà, je vais travailler à droite, à gauche, puis vous faites un contrat de travail bidon, puis finalement, en soi-disant, vous êtes licencié, puis après, vous êtes au RSA. Et vous récupérez comme ça les allocs. Après, vous pouvez être français et vouloir frauder, vous allez vous créer une fausse identité de quelqu'un né à l'étranger, éventuellement d'une autre nationalité européenne. Vous pouvez être tout à fait français, mais vous connaissez la technique, et donc vous vous dites, tiens, je vais aller prendre une fausse carte d'identité belge parce que c'est pas cher, c'est facile, etc. Je vais me faire un faux acte de naissance à l'autre bout de la planète où ils pourront pas rien revérifier. Et alors que je suis un bon Français sans aucun problème, je me crée une identité d'un autre pays. Voilà. On avait eu ça à Strasbourg, je crois, de mémoire, où c'était un Algérien en situation régulière qui s'était créé une fausse identité irakienne pour toucher des allocs. Parce que comme rien n'était vérifiable en Irak, le type s'était dit, plutôt que d'y aller avec ma vraie identité, mes vrais trucs, etc., ou peut-être qu'il était déjà connu, j'en sais rien, il s'était fait une fausse identité irakienne. Et des trucs comme ça, vous pouvez en avoir des tas. Alors pour revenir en France, là, effectivement, vous épinglez la Cour des comptes, qui ne fait pas véritablement son travail de surveillance, celle pour laquelle... Je ne l'épingle pas, je disais simplement, et je l'ai dit d'ailleurs dans l'audition devant la commission d'enquête, je dis que j'étais étonné que jusqu'à ce jour, la Cour des comptes n'ait jamais soulevé cette problématique de la fraude documentaire dans ses rapports et ne se soit jamais posé la question du différentiel, du surnombre d'assurés sociaux par rapport au nombre de gens qui existaient. Mais bon, vous avez levé un lièvre, on voit que ça ne va pas plus loin. Et la Cour des comptes, du coup, on voit qu'ils ont atterré au mois de septembre 2020, ça y est, ils en parlent. C'est déjà bien. Ils commencent à en parler, mais bon, ils n'ont pas agi forcément en la matière. Pour l'instant, ils n'ont pas agi. Ça, c'est la première étape. L'autre, c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État, vous faites des requêtes au Conseil d'État, parce que vous dénoncez un certain nombre de choses. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la fraude. Non, peut-être, mais bon, quand même.
Il y a aujourd'hui quand même un certain nombre de requêtes qui ont été déposées. Elles sont nulles et non avenues. In fine, vous n'avez jamais gagné. Non, vous moi, ne gagnerez alors, jamais. Au Conseil d'État, je n'en ai déposé en réalité qu'une. Peut-être pas vous, mais vous il y et en a vos d'autres. Mais confrères, vous moi, savez ce que c'est, quoi. Oui, moi, alors les magistrats ont fait beaucoup de requêtes, notamment sur des problématiques de fichiers, vous savez, le fichage des opinions politiques, religieuses, etc. Le recours a été rejeté. Donc, c'est vrai que ça pose des questions sur le fichage des opinions politiques, syndicales, religieuses des gens. Bon, c'est très problématique. Bon, voilà, c'est comme ça. Moi, à titre personnel, j'avais attaqué, vous savez, quand les libraires ont été fermés il y a quelques mois, enfin c'était en novembre, les commerces non essentiels. Voilà. J'avais considéré que l'accès aux livres, c'est quelque chose d'important. C'est essentiel pour la liberté d'expression, c'est essentiel pour la liberté formatage de l'esprit. Non, mais de communication des idées. Et on ne peut pas avoir de liberté d'expression sans communication des idées, sans libre communication des idées, et on n'a pas de libre communication des idées si les livres ne peuvent pas être diffusés. Donc c'était un point saillant. Et donc j'ai attaqué au Conseil d'État à l'époque, et donc on s'est retrouvé à l'audience du Conseil d'État. Alors il y avait M. Combrexel, qui était le président de la section du contentieux, que je connaissais de l'époque où il était directeur général du travail et où moi j'étais à Bercy. En face, c'était Charles Touboul qui défendait le gouvernement, que je connaissais aussi de l'époque où il était secrétaire général du gouvernement. Donc tout ça était entre gens de bonne compagnie qui se connaissions depuis longtemps. Et donc on a pu avoir un débat d'ailleurs apaisé et très intéressant. Dans l'absence complète des éditeurs et des libraires, mis à part mon éditeur qui m'avait soutenu. Mais par exemple, le syndicat des libraires et le syndicat des éditeurs n'étaient pas là. Ce qui a surpris le Conseil d'État, qui d'ailleurs en a fait état, en disant... Pourtant, ils avaient été conviés, mais ils ne sont pas venus. Non, mais c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait cette audience, qu'il y avait ce recours, et le Conseil d'État était très surpris. Il s'est dit, mais comment ça se fait ? Enfin, ça concerne quand même tous les éditeurs, tous les libraires, et il n'y avait personne. Donc ils étaient assez surpris. Et donc, bien sûr, le Conseil d'État a rejeté le recours en disant non, on ne va pas réouvrir tout de suite, mais parce qu'en fait, il savait que le gouvernement avait décidé de réouvrir 10 jours après. Mais j'avais quand même réussi à obtenir du Conseil d'État qu'il statue, qu'il juge que l'accès aux livres, c'était quelque chose de fondamental pour la liberté d'expression et la liberté de diffusion des idées. Et donc j'ai eu un petit progrès jurisprudentiel, vous avez gagné la intellectuel. Bataille, mais pas la guerre. Non, j'ai eu un gain intellectuel, on va dire. Bon, maintenant, ce qui est cette liberté d'expression, je vous coupe, mais rentre maintenant aujourd'hui dans la loi de sécurité globale que vous dénoncez vous aussi vertement. Pas forcément en entier, c'est toujours pareil. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Surtout, avant de dénoncer des lois, il faut voir comment les textes sont écrits et sont réécrits. Donc là-dessus, je ne m'avancerai pas. Je vais attendre de voir comment évolue le travail parlementaire pour voir comment on arrive à un équilibre ou pas du texte. Voilà. C'est des choses qui sont très compliquées. Et sur ces histoires de liberté d'expression, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ce qui pose plus problème, ce sont les atteintes à la liberté d'expression par des grandes entités privées, donc ceux qui gèrent les réseaux sociaux, pour ne pas les nommer. Donc c'est la problématique Facebook, Twitter, etc. Les GAFAM. Voilà, c'est eux qui posent un vrai problème de liberté d'expression. Et pas simplement pour les trucs politiques. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous avez vu qu'il y a la censure, il faut le dire au téléspectateurs. Oui, non, voilà, la censure. Il y a quelques jours, Facebook a censuré un texte d'Alfred de Musset. Voilà, on ne badine pas avec l'amour. Où je vous la fais globalement, c'était les hommes sont tous des salauds, les femmes sont tous des salopes, etc. Voilà. Dit avec les mots bien sûr de Musset en poésie. C'est un extrait de On ne badine pas avec l'amour. Et donc c'est quand même un grand classique. C'est une façon de revisiter l'histoire. Oui, non, mais c'est un grand classique de la littérature française qui a été censuré par Facebook pour atteinte aux règles de Facebook. Enfin, c'est comme quand ils avaient censuré l'origine du monde, les tableaux, etc. Enfin, on marche sur la tête. Il faut arrêter parce qu'effectivement, c'est ce que vous avez dit. On va bientôt tendre vers un espèce de super révisionnisme. Mais où va-t-on ? Donc moi, je pense. Orion Code, par exemple, dans un autre registre, qui est spécialiste française, reconnue mondialement, tout ce qui est ARN et compagnie messager, elle a été censurée également de Facebook là récemment. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ça touche un peu tout le monde, cette censure. La vérité, vous, en tant que magistrat, vous élevez, vous exhortez à la suppression de certains articles de loi, de cette loi globale. Non, j'exhorte rien du tout, parce que d'abord, j'attends de voir, une fois, comme je vous dis, j'ai trop d'expérience du travail parlementaire et de savoir comment ça marche,
pour dire c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, vous savez. Donc il faut voir comment les choses vont évoluer. Il y a quand même une inflation de ces moyens de contrôle aujourd'hui que vous ne pouvez pas, vous, accepter. Alors si, il y a les moyens, c'est toujours pareil, les moyens de contrôle, quand on s'en sert pour des enquêtes judiciaires pénales sur des infractions particulières, sur la criminalité, etc., c'est bien de les avoir, les moyens d'investigation. Quand on s'en sert pour lutter contre le terrorisme, c'est bien. Ce qui n'est pas bien, c'est quand ces moyens sont utilisés à d'autres fins. De mon expérience, les services de l'État n'utilisent pas les moyens qu'on leur donne, intrusifs, etc., pour des fins autres que ce pourquoi c'est fait. En clair, les moyens intrusifs, il faut arrêter de fantasmer, ils sont utilisés en matière de terrorisme, de grande criminalité organisée, parce que d'abord, c'est des moyens qui coûtent cher, qui ne sont pas disponibles en grande quantité, et donc vous ne les utilisez que quand vous avez besoin de les utiliser sur des dossiers qui en valent la peine. Ça, c'est une vérité. Il faut arrêter de fantasmer en se disant « Ah, ouais, on va tous être surveillés, ils vont nous foutre des mouchards partout, etc. » La police ou la gendarmerie ou les services de l'État, ils en ont globalement rien à foutre des mecs qui sont dans leur coin en train de dire on va faire ceci, on va faire cela, qui font de la politique, etc. C'est pas leur job et ils s'en fichent. En revanche, là où ça devient plus embêtant... Ça. Pas de parano en la matière. Alors. Mais non, bien sûr que non. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu une grande paranoïa qui s'est développée quand on a dit l'État va mettre des mouchards dans nos ordinateurs, ils vont pouvoir pénétrer, etc. Il se trouve que c'est moi qui ai créé le dispositif d'interception à l'époque en 2006-2007, puisqu'on travaillait sur des dossiers de stupes, et l'idée c'était de pouvoir intercepter les communications cryptées en temps réel, et donc de bypasser les cryptages, quel que soit le niveau de cryptage. Et on a créé à l'époque... Je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai fait ça avec un copain qui est un ancien de la DGSE et un autre pote qui était au COS, au commandement des opérations spéciales. On a créé l'outil qui permettait de passer au travers des cryptages. Et donc d'avoir accès, à l'époque c'était Skype, etc., d'avoir accès aux communications cryptées en temps réel. Et l'idée, ça avait été de dire, on avait testé ça sur un dossier de stupéfiants, et derrière, c'était de dire, on va modifier la loi pour assurer complètement le truc. Alors, on avait d'abord travaillé dans le cadre qui était permis, puis l'idée, c'était d'étendre un peu le truc et de le cadrer pour que ce soit des outils qui soient utilisables en matière de terrorisme et de trafic de stupes, globalement, grande criminalité organisée. Oui, très ciblé. Quoi. Très, très ciblé. Et quand on a fait ça, derrière, l'idée, c'était de proposer 2 mots dans un texte en amendement pour que ça se voit pas trop, et que ça ne crée pas de polémique, et tout était bien. Mais là, les politiques ont décidé qu'eux, il fallait qu'ils en fassent du barouf, vous savez, faire de la mousse, et de dire « ouais, j'ai fait un truc, j'ai fait une nouvelle loi, machin ». Et donc de 2 mots dans un article, ça s'est transformé en un titre complet dans le code. Donc forcément, ça s'est vu. Et donc là, les gens ont paniqué en disant « ah, l'État veut tous nous espionner, etc. etc. » Et donc ça a fait un bordel sans nom sur Internet, avec une image très dégradée pour le politique qui passait pour vouloir espionner tout le monde, alors que ce n'était pas du tout la réalité, et que la réalité c'était quoi ? Ce sont des outils qui sont utilisés par la DGSI par exemple, ponctuellement sur des dossiers de terrorisme, etc. Donc, et c'est pas, c'était pas à se sentir aujourd'hui particulièrement visé. Et il n'y avait pas des millions de gens qui se prenaient des mouchards dans les ordinateurs, c'était juste un délire absolu. Mais ça ne pouvait qu'être ça, parce que c'était évident que quand un politique avait décidé de faire une grande opération de communication, genre regardez, je suis un cador, c'est moi qui vais mettre en place ce truc-là. Bien sûr. Forcément, ça a fait de la mousse. Forcément, les gens, ça les inquiète. Et c'est très contre-productif derrière. Donc voilà. Donc là, c'est pour ça toutes ces histoires. Donc derrière tout ça, il y a quand même, et vous le dites là, il y a la culture de la peur aujourd'hui qu'on a tendance à généraliser un peu partout, quoi. Non, ce qui est certain. Vous pouvez les reconnaître, ça. Non, ce qui est certain, c'est que. Vous voyez, je suis effaré de voir les images de Washington aujourd'hui. Enfin, on est quand même dans une démocratie aux États-Unis et on a l'impression de voir Prague, quoi. Voilà, c'est quoi ? Je me retrouve dans une chanson de Jean-Pax Meffray. Non mais voilà, c'est Budapest, Prague, Varsovie, quoi. C'est un truc hallucinant. Alors que je sais très bien qu'en plus il n'y a aucun problème aux États-Unis, ils ne sont pas dans une dictature. Mais cette image qu'on voit, effectivement, ça fait un peu peur quand même de se dire mais où est-ce qu'on est arrivé pour avoir besoin de déployer 25 000 militaires dans la capitale américaine pour l'investiture du président des États-Unis. Enfin, ça devient affolant et on est en train de glisser comme ça. Enfin, le 21e siècle est très affolant et j'ai très peur
Enfin, voilà, quand je me rappelle mon Paris des années 70, ma vie à moi quand j'étais gamin, où finalement, alors c'est vrai qu'on avait la menace soviétique, hein, on se disait tiens, est-ce que les Russes vont pas nous tomber dessus, les communistes vont nous envahir, etc. Mais finalement, on était quand même vachement plus détendu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait peur. Mais en tant que magistrat, je ne comprends pas que vous ne montiez pas au créneau et que vous ne puissiez pas appeler à braver tous ces interdits qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais moi, mon rôle n'est pas d'appeler à braver les interdits. Mon rôle est de défendre les libertés individuelles quand je suis saisi d'un dossier. Vous avez la chance, vous, en tant que magistrat, de pouvoir parler comme ça à la télévision. Donc vous avez un rôle quand même majeur aujourd'hui. Oui, vous représentez le pouvoir judiciaire. Oui, non, alors je ne représente pas le pouvoir judiciaire, je ne représente que moi-même ou l'association professionnelle des magistrats. Mais si vous voulez, voilà, je ne vais pas dire que c'est la politique des petits pas ou des petits cailloux, mais chacun a son rôle, chacun a sa place. Et en l'espèce, moi, mon boulot, c'est que quand je suis saisi d'un dossier, oui, c'est de contrôler que les libertés individuelles sont garanties et qu'il n'y ait pas porté atteinte de manière illégale ou irrégulière, etc. Voilà. Donc, il m'est arrivé, je ne vous le cache pas, dans le cadre soit des affaires de gilets jaunes, soit dans les histoires de confinement, de non-respect de confinement, etc., il m'est arrivé, oui, de rejeter des demandes du procureur de la République qui visaient à poursuivre des gens où moi j'estimais que les infractions n'étaient pas caractérisées et qu'il y avait des problèmes. Donc il y a une réelle indépendance aujourd'hui de la justice en France, c'est ce que vous dites, hein. Une séparation. Chaque magistrat, du siège ou du parquet, gère son indépendance comme il l'entend. Si vous voulez être indépendant et si vous voulez rendre des décisions de manière indépendante dans le respect du droit, que ce soit du droit d'ailleurs français ou du droit européen et des conventions internationales, vous pouvez le faire. C'est à vous de le faire. C'est tout. Mais ça, il ne faut pas avoir peur. Hein, si vous voulez. Si votre seul. Il faut dire aux téléspectateurs, hein, le siège, ce que vous dites, oui, ce sont les juges. Ce sont les juges et le parquet, ce sont les procureurs. Ce sont ceux qui font les lois. Non, le parquet, les procureurs, ce sont ceux qui requièrent, qui réclament les poursuites, enfin qui déclenchent les poursuites et qui réclament les peines. Les juges, ce sont ceux qui jugent, qui décident si oui ou non, en matière pénale par exemple, la personne a commis un délit ou pas, ou un crime, et qui décident de la condamnation. Ceux qui font les lois, ce sont les députés et les sénateurs. Oui. Ce sont les parlementaires. Ce n'est pas le gouvernement. Je sais bien qu'en ce moment, on a peut-être tendance à confondre l'exécutif et le législatif, et que l'exécutif a tendance à empiéter sur le législatif, mais il faut bien comprendre que dans un système de séparation des pouvoirs, on revient à Montesquieu, l'exécutif exécute les lois, le législatif, le corps législatif vote les lois, contrôle l'exécutif, consent à la dépense, donc à l'impôt, et le judiciaire, c'est la justice, et décide de l'application concrète des choses, et quand ça tranche des litiges. Voilà. Et vous avez une séparation des pouvoirs. Et ce que nous dit nos principes constitutionnels, de mémoire, ça doit être dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, voilà, tout pays qui n'a pas de séparation, où la séparation des pouvoirs n'est pas assurée, n'a point de constitution. Donc, normalement, on devrait avoir une séparation des pouvoirs stricte entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Aujourd'hui, alors est-ce que c'est lié à la pandémie, mais c'est une pratique quand même assez courante dans la Ve République, on a une tendance au déshabillage du législatif au profit de l'exécutif, à une mise un petit peu à l'écart du judiciaire au maximum, notamment parce que vous avez ce problème de dualité des ordres de juridiction avec d'un côté les juges judiciaires, les magistrats judiciaires, c'est-à-dire nous, les tribunaux judiciaires, les cours d'appel, la cour de cassation, etc. Puis de l'autre côté les juges administratifs avec le Conseil d'État au-dessus, qui ne sont pas des magistrats au sens de la Constitution. Ce ne sont pas des magistrats au sens de la Constitution. Faudra-t-il qu'ils le deviennent ? Moi, mais alors là on va beaucoup plus loin, moi je suis pour la suppression du rôle contentieux du Conseil d'État. C'est-à-dire que le Conseil d'État est à la fois le conseiller juridique du gouvernement et le juge. C'est-à-dire qu'en gros, ils jugent de textes qu'eux-mêmes ont élaborés et contribué à élaborer. Et la CSM, là, le Conseil de magistrature, n'a aucun impact sur le Conseil d'État. Le CSM, c'est un organisme garant de l'indépendance. Oui, dans la fonction et surtout de gérer, enfin de dire oui ou non aux mutations des magistrats et donc de gérer les problématiques de carrière, d'accepter ou pas les affectations de magistrats. C'est principalement cela, le rôle du CSM, et après un rôle disciplinaire. Quand vous avez des manquements disciplinaires, le CSM en fait est l'autorité disciplinaire qui va juger là-dessus. Mais bon, là on est très très loin de la fraude aux prestations sociales. Ouais, j'imagine bien, mais quand même c'est intéressant pour les téléspectateurs d'avoir un panel assez représentatif de tout ce que vous faites aujourd'hui. Dernier mot, puisqu'il nous reste malheureusement que 2 ou 3 minutes, sur le Covid, ce qui intéresse aussi et ô combien les Français aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que là, il y a un crime d'État en ce qui concerne la gestion notamment de la crise ? Écoutez, je ne me prononcerai pas là-dessus pour une bonne et simple raison.
c'est que vous avez deux types de procédures qui sont en cours. Les procédures à l'encontre de ministres ou de l'ancien Premier ministre qui sont pendantes devant la Cour de justice de la République, où il y a eu ce qu'on appelle des ouvertures d'informations judiciaires. Et donc, ils ont été entendus. Voilà, et puis potentiellement, il y aura peut-être des mises en examen, etc., devant la Cour de justice de la République, des ministres. Vous y croyez à ça ? Écoutez, on verra. Dans l'affaire du sang contaminé, ça s'est quand même fini comme ça. Donc, il y a quand même eu des comparutions devant la Cour de justice de la République. Et de l'autre côté, vous avez les procédures qui sont intentées à l'encontre de hauts fonctionnaires, etc., et qui, là, le sont devant les juridictions de droit commun, et notamment devant le tribunal de Paris, où je suis moi-même magistrat. Et donc, je ne m'exprimerai pas sur ce dossier pour une bonne et simple raison. C'est que potentiellement demain on va peut-être me demander des actes d'enquête dans ces dossiers-là. On va peut-être, si jamais d'aventure il y a une ouverture d'information judiciaire et que, imaginons qu'un juge d'instruction veuille mettre en détention provisoire des gens mis en cause, etc., on va peut-être me demander de statuer là-dessus. Donc moi je ne veux pas me prononcer sur ce type d'affaires pour des raisons évidentes. D'une part pour ne pas moi me mettre en porte-à-faux et ne pas me lier par rapport à une décision que je devrais prendre le jour où on me donnera le dossier, si on me le donne, et pour ne pas non plus mettre en porte-à-faux mes collègues du tribunal de Paris. Mais j'en profite quand même pour rappeler une chose, c'est que dans les affaires pénales, puisque là on parle de pénal en fait, il faut toujours statuer sur un dossier. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce que disent les uns, ce que disent les autres. Le droit pénal est d'interprétation stricte et il faut voir ce qu'il y a dans les dossiers. Voilà, quand on met en cause quelqu'un, d'abord il a le droit de se défendre, il peut amener des éléments d'explication, etc. Tout n'est pas forcément pénal. Voilà. Et c'est vrai que des fois ça suscite des incompréhensions. Et ça c'est le côté un peu... Notamment dans les affaires aussi de pédocriminalité dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Oui, mais là-dessus... Vous reviendrez pour nous en parler de ça. Mais ça, c'est intéressant. J'ai instruit beaucoup d'affaires de criminalité sexuelle sur des mineurs. Et honnêtement, mais le public va pas l'entendre ce que je vais vous dire, ou peut ne pas le comprendre, mais il faut faire très attention dans ces affaires-là, parce qu'en réalité, moi j'ai vu des dossiers dans lesquels à un instant T, des enfants ont raconté des choses, et 2-3 ans après enquête, après des vérifications, etc., on se rend compte, et ils finissent par avouer que c'était un peu... la réalité n'était pas forcément ce qui avait été dit au départ. Et j'ai vu inversement... Je vous laisse le juge en la matière. Bien sûr, mais j'ai vu aussi des enfants accuser des gens parce que les vrais coupables avaient fait pression sur eux pour détourner les accusations du vrai coupable. Vous savez, donc c'est des choses qui sont très 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 compliquées. Vous rentrez dans l'intimité des gens, vous rentrez aussi dans l'intimité de la victime. Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez eu à discuter avec des victimes et des enfants victimes d'infractions sexuelles? Moi, j'ai fait ça pendant des années. J'ai fait ça pendant des années. Et donc de discuter avec eux, de voir qu'est-ce qui est vrai, et on connaît toutes les difficultés à aller au bout de l'enquête. Et aussi. C'est très compliqué, parce qu'à un moment donné... Très compliqué parce qu'on est découragé. Non, mais surtout parce que vous avez un problème de preuve matérielle. C'est au-delà de la parole de l'un face à la parole de l'autre, etc., la justice recherche aussi des preuves matérielles. Et parfois, les preuves matérielles, c'est très compliqué. Comment voulez-vous les avoir, ces preuves matérielles? Si ça arrive, moi je vous dis par exemple, si j'ai eu sur un type... Il faut un délit express, quoi. Non, un type hallucinant dont le trip c'était de se filmer en train de commettre les viols sur un gamin, quoi. Oui, mais vous avez combien j'en ai eu qu'un dans ma vie. S'il faut des flagrants délits pour ça... c'était pas un flagrant délit, mais au moins... Je comprends qu'on n'aille pas plus loin dans la matière. Là, le type, il pouvait pas dire qu'il l'avait pas fait, quoi. Mais c'est des trucs, c'est très intéressant, mais c'est des sujets en matière d'enquête qui sont très compliqués. En fait, plus vous intervenez loin des faits, c'est-à-dire bien après les faits, plus ça devient compliqué. Quand vous attrapez le pédophile dans l'année, les 2 ans, les 3 ans de la commission des faits, c'est plus simple. C'est à chaud qu'on traite l'affaire. Voilà, c'est à chaud. Quand c'est... des années après, et puis en plus dans la prescription aussi, non? Alors il y a la prescription, mais sur le cercle intrafamilial, où vous avez des tas de choses qui vont rentrer en ligne de compte, des choses qui vont être des histoires refaites par les uns, les autres, etc. Et vous êtes le juge, vous déboulez là-dedans, et
honnêtement, vous arrivez dans des trucs qui sont complexes. Et finalement, les juges ne sont aussi que des hommes. Et les jurés, je prends le citoyen lambda qui se retrouve juré en cour d'assises. C'est très intéressant de voir comment le juré réagit sur ce genre de choses. Moi, j'ai siégé beaucoup de fois en cour d'assises. Et les gens, en fait, que vous voyez pétris de certitude avant, le jour où ils sont jurés, qui se retrouvent à devoir être juges du truc. Et fait pchit. Non, mais c'est surtout qu'ils sont hyper emmerdés. Ils disent ah ouais, mais alors c'est pas si facile que ça, c'est pas si simple que ça, c'est pas si évident que ça, etc. Et donc ces affaires-là sont d'une complexité extrême. Et c'est pour ça que les histoires de dire on supprime la prescription, etc. Je peux le comprendre vis-à-vis des victimes. Là, on a l'affaire du Hamel. Qui fait remonter tout ça. Donc je peux comprendre vis-à-vis des victimes qu'il y ait une espèce de frustration de se dire au bout de X années on ne peut plus rien faire au pénal. Je peux le comprendre vis-à-vis des gens accusés qui se disent je ne pourrais pas être innocenté si je suis innocent parce qu'il n'y aura pas de procès, etc. et donc je vais être massacré dans les médias. Mais moi je me place du point de vue du professionnel en fait et de l'enquêteur et 25, 30, 35 ans après les faits, je vais me baser sur quoi pour avoir quelque chose de concret, de sérieux, de froid, en disant comment est-ce que je vais savoir réellement ce qui s'est passé, je me base sur quoi? Et la prescription, c'est aussi une espèce de garantie d'avoir la possibilité de faire des enquêtes réelles et d'arriver à des décisions justes, parce que si vous voulez, il n'y a rien de pire qu'un coupable en liberté, à part un innocent en prison. Merci infiniment, Charles Prats, d'être venu sur ce plateau du Défi de la vérité. Je rappelle le titre de votre livre, Cartel des fraudes. Et c'est un livre que je vous recommande chaudement. Merci infiniment à vous, téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à envoyer, comme vous le faites tous les jours, toutes vos réactions sur notre site de François. À bientôt pour un nouveau Défi de la vérité. Au revoir. Bonne soirée. Merci.